Maxime Garand-Rousseau, bienvenue sur Ça se passe. Salut, Comment tu vas aujourd'hui, man? ça va très bien. Un peu fébrile, un peu excité de Nice. participer à mon premier podcast, ça se passe. Ah, man, je suis content de t'avoir vraiment, puis t'as un background aussi pour jaser de trucs qui me passionnent, puis lesquels je veux continuer de m'éduquer et de me nourrir, fait que ça va être sick. Euh, je commence tout le temps le pod avec un mini recap de comment on se connaît. Dans notre cas, ça va être assez bref, là. Tu veux-tu faire le recap? Ah oui, ben tu sais, je pense que les gens vont être sur le bout de leur siège, mais c'est vraiment une grosse anecdote. Il y avait sur LinkedIn, tu avais partagé on va faire un enregistrement chez Workly, Ah oui, entrevue oui, avec oui. Simon, puis tout Ouais. ça. Puis mon chum Greg, qui lui aussi est en tech, T'es pote était avec quand. Greg? Ben oui, je suis pas ta Oh Greg. man, va tellement falloir qu'on s'en reparle de ça offline. J'ai tellement d'affaires à dire sur Greg. Positif, là. Ben Mais écoute, quel ouais, personnage, esti. on Quel va se le dire, personnage. on va se le Ouais. dire. Mais pour le bénéfice de nos auditeurs, passons à Oui, un autre appel. Mais 100%. bref, mon chum Greg écrit Yo Max, viens-tu? Ou Hey, c'est chez G, c'est chez Ah oui, Workly, t'as tagué dans le viens-tu? post, c'est exact. Puis il m'a tagué. Puis là, moi, j'ai juste répondu à un jeu de mots de père exceptionnellement mauvais. J'ai juste dit ça se pourrait. Exact. Alors moi, comme un marketeur opportuniste que je suis, j'ai sauté sur l'occasion de répliquer. Quand j'ai vu ton profil, puis ton titre, puis que t'étais chez Amelia, tu sais, j'ai fait « Hey, ça te tente de venir sur le pod? » Fait que, je Puis sais moi, je pas dis oui à si... tout. Moi, j'étais genre, let's go. OK, on y va. Ouais. Non, fait que c'est cool, man. Puis pour ceux qui te connaissent pas déjà, puis tout ça, t'es-tu game de nous faire un petit recap de ton côté comme plus professionnel ou une petite genèse là, d'où t'arrives, c'est quoi tes skill sets? Yes. Ouais. Ben, ouais, OK. Ben déjà, moi, je suis Product Marketing Manager chez Amelia aujourd'hui. Nice. Je roule ma bosse en tech depuis quoi, 13, 14, 15 ans, je sais plus. Ça fait un bout, j'ai fait plusieurs entreprises tech. Là, je suis chez Nice. Amelia depuis quoi, 1 an et 5 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, Puis avant ça, donc, toujours, je te dirais, les 2, 3 derniers mandats, j'étais en Product Marketing. Fait que c'est vraiment devenu ma spécialité. Puis c'est vraiment pour ça, je pense qu'on se parle aujourd'hui. Euh, Veux-tu le topo, genre, de la genèse, vraiment, Ben moi, je du serais tout curieux, début? mettons, des, Ouais, des highlights académiques. Mettons, t'as gradué ou fait quoi yeah, côté école, puis mettons, les highlights carrière, genre, tu sais, t'as commencé où, ça a été quoi un stepping stone good, avant que t'arrives chez Amelia, mettons. malade. Moi, probablement que tu n'auras pas beaucoup d'invités que leurs highlights commencent au cégep. Mais moi, mon fun commence au cégep. J'étais allé au cégep de Jonquière, j'ai fait Arts et Ouais, technologies des médias, profil radio. Euh, nice. Imagine, là, on est en 2006 à 2009. C'est 3 ans, c'est une technique. Je quitte la ville de Québec. Je m'en vais étudier à Jonquière en communication. Je m'en vais évidemment faire le party. Ouais, c'est ça. Mais on arrive au même moment que Facebook, le Mhm. rise de YouTube, le rise des réseaux sociaux. Fait que c'est passé 3 années à expérimenter évidemment en radio, en communication, tout ça, à développer ce côté-là du jeune professionnel, mais aussi à explorer les réseaux sociaux. Puis je te dirais, ça, c'est des points fondateurs qui m'ont comme suivi par la suite. J'ai mentionné en pré-show, j'ai fait mon stage au 107.5 à Québec, Rock Détente pour les vrais. Puis là, imagine, là, j'ai 20 ans, j'étais à Rock Détente, on m'a dit, Max, t'es bon, tu sais, t'as le tour pour parler aux dames de 35-55 ans qui aiment Céline Dion. Moi, je fais du skate. Moi, Ah ouais, non, ça... je tripe sur le punk rock, le rap. Je suis pas à ma place, tu sais. Puis à la fin, ils me disent Hey Max, t'étais super bon. On aurait un job pour toi à Hmm, Drummond. hmm. Oh Là, boy. je m'en vais pas à Drummond, tu sais. Shout out à Drummond, c'est une très belle place, mais moi, je m'en allais pas là, tu sais. Hmm. Puis à côté, moi, j'étais bon sur les réseaux sociaux. J'ai utilisé les réseaux sociaux pour me faire connaître comme skateboarder, puis aller Ah ouais, chercher des commanditaires, puis tout ça. ok. Puis c'est Nice. vraiment devenu mon laboratoire marketing. À ce moment-là, je savais pas trop ce que je faisais, mais tu sais, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'expérimentais avec Facebook, tout ça. Puis j'aime ça, les réseaux sociaux, je connais ça. Puis là, j'ai écrit, je voulais m'en aller à Montréal, tu sais. Fait que là, j'ai écrit dans genre Job Boom, Facebook. Puis, on cherche un. Il y avait pas beaucoup d'emplois, mais un de ceux-là, c'était gestionnaire de communauté au Ouf. Cégep Marie-Victorin à Montréal. Là, je suis comme, alright, let's go. On se lance là. Fait que j'étais allé, finalement, I guess, séduit par mon dynamisme. Puis
puis ma technique. Tu sais, le seul travail en communication à Montréal qui n'a pas de bac, tu sais, puis c'était pas nécessairement un gros start, mais ça m'a comme permis un peu partir dans le monde des adultes, puis ça m'a fait skipper l'université. Puis à un moment donné, j'ai compris que je pouvais pas rester là. Fait que j'ai commencé un certificat les soirs à l'Université de Montréal en publicité. Puis bref, un début, j'ai envie de dire modeste, mais qui m'a comme rapidement donné un peu la piqûre puis fait comprendre qu'il y a de quoi faire avec l'Internet puis les réseaux. Exact. Fait que c'est comme ça que t'as sauté un peu dans la tech, là. T'avais comme de la self-promotion un petit peu à faire par rapport à ton côté, ta carrière de skateboarder ou whatever. Exactement. Ouais. Puis après ça, tu t'es dit, bon, côté job, tu sais, ça pourrait aussi être via ça, vu que j'aime bien ça quand même, jouer là-dedans puis tout. Puis après, quand est-ce que ça commence à prendre une forme plus SaaS, plus product marketing, mettons? Fait que c'est littéralement la job d'après. J'ai été travailler chez Academos. À l'époque, ça s'appelait Academos Cyber Mentorat. Le logo, c'est un soleil avec un A commercial au milieu. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, c'est qui eux autres? J'ai rencontré les fondateurs, la fondatrice Catherine Légaré, son équipe. Toute petite shop, une douzaine de personnes. Ils sont comme, on sait que notre produit, il y a du bon sens. Au fond, l'idée, c'est de faire du mentorat en ligne, connecter des professionnels qui font des métiers intéressants, ou pas, juste des métiers, et des jeunes qui sont dans des cours d'orientation au secondaire. Okay. C'est ça vraiment la genèse de ça. Elle est venue me chercher pour, j'ai envie de dire, être leur whiz de l'Internet, des réseaux sociaux, de la plateforme. Mais là, j'étais comme, OK, mais c'est pas si sharp que ça, ce que vous faites. Puis ils m'ont dit, non, on va faire un pivot. On devient un vrai réseau social de l'orientation. On fait un rebranding. On fait un paquet de trucs super cool, des gros projets qui étaient super excitants pour un gars de 22-23 ans qui s'ennuyait un petit peu au cégep sur un job un peu fonctionnaire. Fait que là, j'étais genre, OK, cool, let's go. Puis ça m'a vraiment lancé dans le SaaS. Academos a été pris sous l'aile de Mirego, que tu dois bien connaître. Ouais. Fait que là, Mirego, je te dirais, c'est eux qui m'ont donné la vraie piqûre, la tech. Faites comprendre le SaaS, faites comprendre c'est quoi l'acquisition, les metrics de performance d'une plateforme. Puis ça, je te dirais, c'est vraiment devenu ça a été ça le vrai déclic. Puis ça a été une expérience hyper formatrice. Puis là, tu sais, rebranding, pivot. Commencer à hang out avec du monde en tech pour vrai, parler de ces metrics-là. Puis j'étais avec des gestionnaires qui étaient comme, vas-y. Là, j'ai dit, hey, j'ai entendu parler de Growth Hacker. Right? 2015, genre. 2014, écoute, je passais par là aussi, man. Puis là, ma boss, elle m'a dit, tu peux avoir le titre que tu veux, mais il faut que tu assumes, il faut que tu ailles chercher le training. Fait que là, je me suis mis à tout lire ce que je pouvais là-dessus, les livres, les trainings, les blogs, you name it. Puis je suis devenu growth hacker pour Academos. Puis c'est vraiment parti comme ça. Puis j'avais ma métrique d'acquisition, puis d'usage du produit. Puis là, je faisais bouger ça peu à peu. Puis ça m'a donné le step d'après pour aller chez Gsoft, qui est maintenant Workloop. Ouais. Puis qu'eux aussi, à l'époque, 2016, cherchaient encore un growth hacker. Là, on était vraiment à la fin de la tendance. Puis peu à peu, on commençait à retirer ces mots-là de nos LinkedIn. Puis... Je sais pas en quelle année t'as enlevé ça, toi. T'avais-tu lu le livre de Ryan Holiday, Growth Hacking? Ben, j'avais... Tu sais, oui, ça fait longtemps, mais oui, j'avais tu sais, toutes ces affaires-là, j'avais tout dabé là-dedans. Fait que c'était marquant, mais tu sais, au final, c'était comme... Tu fais du marketing, tu fais de l'acquisition, tu sais, dans un produit, tu sais. Ouais, mais c'est que ça exploite une faille psychologique, la notion de hack, la notion de raccourci, la notion de cheater un petit peu un système ou d'aller plus vite. Je pense que ça fait ça fait rêver beaucoup là, les entrepreneurs et les gestionnaires. Exact. Il y en a qui marchent, I mean. Mais... Je pense que c'est un mindset. Je pense que c'est une lecture de genre... Tu sais, moi, tu vois, mon parcours, je n'ai pas été à l'école. C'est pas un parcours si traditionnel. Ben, j'étais à l'école, mais c'est pas un parcours si traditionnel que ça. Tu peux hacker mon chemin, j'ai envie de dire, dans ce monde-là, en utilisant mon sport comme levier. Puis, fait que, tu sais, je comprends la lecture de dire, hey, on regarde un problème d'un angle différent, puis comment on peut l'approcher. Mais j'ai pas vu souvent des hockey stick curves dans ma carrière, malheureusement. C'est pas si facile que ça d'exécuter ça, puis de vraiment trouver le hack, la faille dans le système. Moi, j'ai l'impression que c'est des bonnes manières de faire des espèces de sprint ou de burst
d'utilisation ou de learning sur le market ou whatever, mais c'est rare que hack rime avec scale, genre, justement, comme tu dis. Fait que, non, je te file là-dessus. Puis, fait que là, t'as fait combien de temps chez GSoft, Workleap? Yeah. Fait que GSoft, que moi, quand j'étais là, c'était pas encore Workleap. J'ai fait 6 ans là-bas. Puis Ok, je quand dirais, même, ça, c'est nice. vraiment été l'université de ma carrière. Là, c'était Ouais. vraiment là. Tu sais, j'arrive chez GSoft. Eux, ça va bien quand même déjà. C'est encore une compagnie de produits. Tu sais, on fera pas l'histoire, tu l'as déjà couverte amplement avec GR. Mais bref, tu sais, moi j'arrive, pour te dire en entrevue, l'anecdote vaut la peine quand même. Le CMO de l'époque, tu sais, qui est clairement en train d'essayer de me convaincre, qui est comme, alright, je veux travailler avec Maxime. Il me dit, hey, toi, sais-tu faire ça, un kickflip? Là, je suis comme, ouais. T'as-tu un skate? Veux-tu une démo, quelque chose? Puis là, il me dit, non, on va bâtir une rampe de skate ici. Je suis comme, ok, man, je capote. Tu sais, c'était un peu le début de cette époque-là, des Golden Years, tout ça. Puis, donc, 6 ans là-bas, on part. Tu sais, je suis plus un growth hacker, mais tu sais, on va se le dire. C'était plus marketeur généraliste pour le produit Office Vibe. Super. J'étais genre Super. l'employé 12 de Office Vibe. Peut-être 200 chez GSoft rendu là. Assez tôt donc dans nos vies. Beaucoup de choses qui restent à faire, mais moi, c'était un endroit où je pense que j'étais confortable dans l'espèce de chaos de la start-up, de comme trouver l'espèce de faire marcher ça finalement. Tu sais, là, on avait une couple de clients, on avait un peu de sens, mais c'était pas encore le succès que c'est aujourd'hui. Fait que j'ai fait ça une couple d'années, puis j'étais l'espèce je dirais, marketeur généraliste qui un peu brassait la soupe entre les spécialistes. Tu sais, Ok. j'avais des designers, SEO, le dev, web. Il y avait tu sais, un paquet de monde compétent autour de moi, un super bon gars de content. Puis là, c'est comme comment on fait lever la sauce, comment on fait des campagnes pour générer de l'acquisition puis de l'intérêt pour notre produit. Comment Est-ce que t'as décidé à un moment chez Academos, ok, tu sais, j'ai fait le tour de certains trucs, j'ai envie d'essayer soit une nouvelle industrie ou des nouveaux défis, puis t'as outreach Workleap ou c'est quelqu'un que tu connaissais là-bas qui te dit, hey, viens donc travailler avec nous. Comment ce bout-là de carrière arrive dans ta vie? C'est ma game de SEO. J'avais Growth Hacker dans mon CV sur Ok. LinkedIn. Puis GSoft cherchait un Growth Hacker. Je pense qu'eux autres aussi avaient eu la piqûre de hey, ça, c'est le next big thing, on veut ça dans notre équipe. Puis il y avait déjà, je pense, 2 gars qui faisaient, Max et Guillaume, qui faisaient ce rôle-là Ok. chez GSoft. Puis j'avais ça dans mon CV, fait que je pense qu'ils ont juste fait comme il y a Puis il un fait un autre dude à kickflip. Montréal qui qui sait faire des kickflips, puis qui a ça dans son CV. Must be good. C'est hot. Puis, écoute, tu sais, c'était quand même une sacrée entrevue, tout ça, mais j'aime dire que c'est eux qui sont venus me chercher, là. Très cool. Puis, Ouais. parenthèse, t'as-tu déjà Vas-y. écouté les séries de vidéos de Barracks, que c'est des pro skateurs qui sont en char puis ils crient à du monde qui skate? Hey, do a kickflip! Mon rêve, man. C'est que c'est Mon bon, hein? rêve. J'adore ça. C'est malade. Ah, C'est. Ben, tu sais, c'était comme. Ouais. Imagine, là, des fois, ça m'est arrivé d'être en Californie. ouais, d'un coup, Faut qu'Eric Costin m'arrête c'est pour me ça, demander de faire un kickflip. je l'aide un kickflip qui me donne des choses. Non, c'est trop nice, man. Puis, ok, fait que là, tu fais un bon boulot, j'imagine que t'as une tonne de learnings. Puis t'arrives. Est-ce que Amelia, c'est le next step ou t'as fait. Ou Ouais. c'est pas le Donc, il major s'est next step? passé tu sais, je pense avant d'aller chez Amelia, il s'est passé une couple d'affaires, dont Ok. marketeur généraliste à product marketer. Ok, ouais. How does that Peut-être qu'on happen? pourrait, Ouais, on pourrait parler de ça. ouais. Ouais, vas-y. Ben, product marketing, un peu comme growth hacker l'était, product marketing devenait le nouveau terme qui commençait à bubble en 2018, 2019. Tu sais, c'était pas brand new, mais c'était comme. Ça redevenait tendance, on pourrait dire. Je te vois. T'as Ah, l'air mais d'hésiter à ça. en fait, c'est que je me rends compte que j'ai aucune idée c'est quand la première fois que j'ai entendu parler de ça. Ouais, puis là, il y a des gens qui vont dire, ah, mais de tous les temps, on fait du product marketing, mais mettons Ah, l'espèce fuck. de Ouais. tendance là, Ouais. forte arrivait là. Puis c'était un timing intéressant où on avait des problèmes très normaux d'une startup qui commence à scaler. On passe de 12 à 30, 40 employés. Euh, Notre acquisition stagne un peu. On a plus de compétiteurs qu'avant. On a plus de clients qu'avant. On a plus de gens qui ont peut-être des attentes envers nous, puis nos releases sont un petit peu ordinaires. On est déçus. On fait pas la job de product marketing finalement. Puis c'est tous des symptômes, je pense, qui ont fait que moi, j'étais
Je voyais ça, je savais pas c'était quoi. J'ai googlé mes symptômes. J'ai trouvé product marketing. J'ai fait crème. C'est moi ça. C'est moi ça. Puis j'ai proposé ça à JR. Puis il a dit ah ouais, cool. OK, prouve-moi que ça marche. Puis si ça marche, ce sera ta job. T'sais. Fait qu'il y avait l'espèce d'ouverture à ce que j'expérimente de ce côté-là. Puis clairement, les symptômes, ils les avaient déjà vus. Fait que c'est comme ça que ça a marché. Fait que là, j'ai fait une couple d'années en product marketing chez Gsoft. Je pense que j'ai fait un bon case pour le product marketing parce qu'on en a engagé plusieurs autres après. On a fait une équipe, tout ça. Puis au bout de 6 ans, je pense que j'avais fait un peu humblement le tour du HR Tech. Je pense que là, il fallait que je passe à autre chose. Je venais d'avoir un bébé. Fait que j'ai pris une petite pause avant d'aller m'essayer dans un autre startup, une compagnie d'Ottawa qui s'appelle Relogics. J'ai fait 11 mois là-bas. Je me suis ennuyé à mort. Il y avait besoin de product marketing, mais il n'était pas prêt à recevoir la médecine, un peu. Là. Puis on dirait que moi, c'était comme ça ne marchait pas. Là. C'était peut-être culturel aussi. Bref, 11 mois là-bas. Puis là, Amelia, j'ai un ancien collègue de chez Workleap qui m'a écrit que slide dans mes DM. Puis c'est arrivé au bon moment. Puis c'est comme ça que j'ai commencé chez Amelia. Nice. Je sais pas si c'est une bonne observation, mais j'ai l'impression que, mettons que tu prends la notion de travailler en produit SaaS à la base, puis après ça, tu regardes une personne qui est programmeuse, mettons. Les programmeurs risquent de se tanner de la tech stack avant autre chose. Ou, tu sais, mettons qu'il n'y a pas de problème culturel dans la compagnie ou quoi que ce soit, là. Tu sais, t'es toujours dans la même tech stack, ton désir d'avoir de la diversité va peut-être ressurfacer par rapport à la tech stack. J'ai l'impression que les marketeurs, mettons, en contraste, quand t'es en produit puis en SaaS, tu parles tout le temps de la même industrie. Puis c'est quelque chose que même moi, comme marketeur pendant longtemps, avant d'être CEO chez Snipcart, je commençais à être tanné, man, de parler de e-commerce après 8 ans, mettons, là. Fait que je me demande s'il n'y a pas un genre de parallèle là où est-ce qu'à un moment donné, t'es comme j'adore ça le marketing, tu sais, j'adore le produit, quoi que ce soit, j'ai juste le goût de parler d'autres choses. Ça m'a comme fait penser à ça. Mais le parallèle, je peux peut-être le faire avec genre le cycle de la vie et des passions. Bear with me. Mais tu sais, c'est un moment donné, là, quand l'exemple du HR Tech, le hack pour devenir bon, puis bien comprendre ton audience, puis avoir du bon messaging, du bon copy, des bons insights pour le produit, ben c'est vraiment de plonger dans l'industrie, de lire tout ce qu'il y a à lire, puis de t'étourdir avec ça. Mais à un moment donné, je veux dire, je n'étais pas foncièrement un gars de HR puis passionné par ce monde-là. Fait qu'à un moment donné, 6 ans, tu fais le tour. Fait que c'est comme, je pense que c'est des cycles. Tu as besoin d'un certain temps pour devenir excellent puis de bien comprendre une industrie. Fait que tu peux pas faire ça en 2 mois, tu sais. Je pense que ça prend quand même un certain temps. Mais c'est ça, à un moment donné, le skate, je me suis tanné. Je suis passé au vélo, tu sais, par exemple. Là, ouais, ben... Je pense que ça prend des changements dans la vie, tu sais. Fait que avant qu'on... parallèle. Fair enough, man. Antoine avait déjà dit ça dans un pod plus tôt qui était comme c'est correct que ta vie se déroule en saison. Puis qu'en fonction de la saison, tu as besoin de différentes choses. Ouais. Avant qu'on explique c'est quoi Amelia, j'ai justement quelque chose à te demander par rapport au vélo, là, parce que t'as comme mentionné à quelques reprises ces choses-là. Quand j'ai fait mon espèce de stalking de préparation pré-show, là, j'ai vu que tu étais affilié avec la Gravel Mafia. Fait que j'aimerais juste ça que tu me dises, mettons, y a-t-il un lien avec... c'est quoi ça, la Gravel Mafia? Puis j'ai comme un petit traumatisme de Gravel parce que la ville du Lac-Beauport refuse d'asphalter ma rue qui est en Gravel. Fait que... Ouais, ça. OK, la boîte de Pandore, toi. Écoute, la Gravel Mafia, c'est pas grand-chose. Là. C'est un petit projet que j'ai avec des amis pour... attends, comment ça part? Le vélo, on fait du cyclisme de gravel. Donc là, c'est un sport qui est en émergence depuis quelques années. On roule sur des routes de gravel. Il y a des courses de gravel. C'est vraiment devenu un sport. C'est plus le vélo de route, c'est le vélo de gravel. Il y a une industrie, il y a des vélos spécifiques. Il y a vraiment un monde là. OK, c'est bon. Puis 2 amis à moi, Andreas et Jasmin, et moi. Donc, on s'est mis à triper là-dessus. Pas si tôt que ça, mais un peu early avant que le grand public soit en adoption à ça. Puis, on allait dans la cour arrière d'un bike shop d'un de nos amis, puis on tradait des parts de gravel.
Là, ça faisait on s'est nommé un peu comme ça, la Gravel Mafia, parce qu'on tradait des parts de vélo. Puis là, après ça, on voulait rider avec du monde, on voulait faire connaître cette discipline-là. Fait qu'on a créé la Gravel Mafia plus officiellement, où on fait des rides weekly l'été, au printemps, puis à l'automne. Je dis l'été, puis c'est le printemps, puis l'automne. Pendant la saison de cyclisme, on fait des rides de vélo. Puis c'est devenu ça. Puis c'est comme devenu un peu notre façon d'être une voix dans le cyclisme, sans devenir des espèces d'influenceurs de bicycle, puis de... Juste, c'est comme mon espèce de façon de parler de vélo, sans ennuyer mes amis sur les réseaux sociaux, puis c'est comme ma personnalité cycliste est cachée là. T'as bien marketé cette partie-là de ta vie. C'est cool, man. Ça m'a fait découvrir ce sport-là tout court, là, genre quand je scrollais sur ton Insta, puis je checkais un peu tes links, puis tout ça. Il y a beaucoup de high performers, mettons, en tech, qui ont soit des vies parallèles ou des vies antérieures d'athlètes. Puis je pense que c'est ton cas. Est-ce que tu es down qu'on parle un peu de justement ce que ça t'a appris par rapport à, je sais pas, mindset, croissance, défis? Parce que tu as eu des sévères blessures, là. J'ai checké une couple de stories, de trucs. Ouais. La plus grosse blessure que tu as eue comme cycliste, c'était... Ouais, ben oui. Mais, donc, avec plaisir, parlons-en. La plus grosse blessure que j'ai eue en cyclisme, c'était en 2019. Je faisais les mardis cyclistes de la Chine. Okay. C'est pas mal la course de vélo sur route qui est humblement la plus rapide au Québec. Okay. Ça a l'air de du NASCAR. On part à 100, 122 sur une ligne de départ. On fait un 4 coins, genre, imagine le tour d'une boucle à peu près 1,2 km. Tu finis ta course, tu es à 50 km/h de moyenne pendant 50 km. Fait que c'est hyper intense. Puis je commençais à pogner la twist. C'était vraiment dur, mais j'ai finalement level up assez pour être capable de rouler avec le peloton des mardis cyclistes. J'étais pas là pour gagner, honnêtement. J'étais juste le défi d'être capable de finir un mardi cycliste, c'était déjà un big deal. Puis là, j'étais rendu capable de... Cette année-là, j'allais aller dans les points. J'allais commencer à foutre le trouble un peu. Puis première course de la saison, j'ai pogné en clôture à littéralement 60. Jesus. Tu vois, sur mon Garmin, sur Strava, là, tu vois, ça fait 60 km/h, 0. Clac. Puis je te dirais que ça a été vraiment le début de la fin des sports compétitifs pour moi. Ça a été l'accident de trop, probablement. OK. Mais ouais. Ça, je te dirais. Je roule encore avec plaisir beaucoup. Je veux me dépasser encore, mais ça a été la... Puis, y a-tu... Parce que t'as fait du skateboard, t'as trippé sur la course automobile aussi, t'as fait du longboard, genre downhill. Ouais. C'est ça. C'est du longboard de downhill. Ça, je te dirais, c'est ça le sport, le gros highlight. Là. Le skate, c'est tout le temps un espèce de référent, mais à un moment donné, genre 2006, j'ai essayé un longboard, puis là, j'ai fait « OK, c'est hot, ça va vite, j'aime ça. » Puis là, à un moment donné, parle, jase, puis tu dis « Ah, il y a des courses? Ouais. » Premier rendu en bas. Puis là, j'ai commencé à faire des courses de ça. Puis j'ai fait ça pendant presque une décennie, des courses de longboard, puis assez pour me rendre littéralement au plus haut niveau qu'il y avait là-dedans. J'ai fait la Coupe du Monde pendant une couple d'années. Fait que là, tu pars, tu fais les courses au Québec, au Canada, en Ontario, Vermont. Puis là, t'es comme, je vais aller au BC, il y a une grosse scène là-bas. Puis là, c'était toute là mon histoire de marketing pour aller chercher aussi du support, puis de l'équipement, tout ça. Exact. Fait que... Mais c'est ça, mais parle-moi un peu de ça, parce que t'as-tu l'impression qu'il y a des MVP de tes skills en marketing ou en marketeur qui sont nés un peu dans la promo de ta carrière ou quoi que ce soit? Parce que, tu sais, ma soeur, c'est une athlète internationale, puis veut pas, le sport, le talent brut, c'est une chose. Fait qu'au même titre que le produit, le code, les fonctionnalités brutes, ça a une valeur. Mais si c'est pas bien communiqué puis commercialisé dans le monde, puis il n'y a pas d'attention là-dessus, ben, ça vaut pas grand-chose, genre. Fait que, il y a un beau parallèle, là, je trouve. C'est pour ça que je décide de dig un peu. Allons-y. Ben oui, en fait, je suis persuadé que j'ai bâti comme tu dis, le MVP de ma carrière là-dessus. Tu sais. Parce que c'est pour... Imagine, là, tu vas chercher des sponsors, tu vas chercher genre plus... Ben oui, c'est ça. Tu veux de l'aide un peu, tu veux de l'équipement. C'est un sport méconnu aussi. Fait qu'il y a une partie d'éducation du sport. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, c'est mon edge. Ah oui, c'est ça. C'est que moi, à talent égal, j'étais un meilleur communicateur. Ouais. C'était ça mon différenciateur dans ce marché-là. Où
on va se le dire, dans le monde du skateboard, c'était pas tout le temps les gars les plus allumés, les plus présents, pour ne pas dire stone. Fait que moi, j'étais un gros différenciateur. Moi, j'étais comme, j'arrive, je suis bilingue, je suis capable de communiquer, je suis capable d'utiliser le web, je suis capable de gagner des courses, puis je suis capable d'aller serrer des poignées de main quand je vais dans des skate shops, puis dire, pour vendre ton produit, tu sais. Fait que moi, c'était mon gros différenciateur, puis je pense qu'il y a des gars bien meilleurs que moi, qui ont eu bien moins de support que moi, parce que j'ai su utiliser l'Internet puis le marketing à mon avantage. Je veux dire, marketing as a moat, là, puis juste avoir une share de la voix ou de l'attention dans un marché, même si ton produit est 10, 20, 30, 50% moins bon que l'autre, ça peut être game changer. Puis je pense qu'il y a une petite belle leçon, justement, de marketing pour les SaaS dans ce que tu dis là. Puis c'est hot parce que ça t'a donné de l'exposure à la communauté, mais en ligne, right? Fait que community building, à la création de contenu puis la promotion de contenu, que ce soit vidéo ou texte ou image. Après ça, les partnerships, la vente, d'aller chercher. Fait que c'est important pour moi d'highlighter des moments de vie qui façonnent un peu des carrières pour que le monde puisse s'inspirer aussi puis voir comment transposer des connaissances ou aller chercher une expérience dans X peut t'aider dans Y aussi. Fait que c'est vraiment cool, man. Puis là, je me dis, si t'as des collègues d'Amelia qui écoutent, ils vont dire, Chris, quand est-ce qu'ils vont parler? Quand est-ce qu'ils vont parler? On en parle d'Amelia. Fait que ouais, dis-nous donc, genre en 2-3 lignes, là, Amelia, ça mange quoi en hiver? Amelia, c'est un logiciel d'inscription à des activités. On aime dire que c'est le SaaS pour mettre en marche, gérer et vendre vos activités en ligne. OK. C'est vraiment autant l'inscription que le back-office, le back-end, la gestion des opérations d'une organisation qui fait des activités. Puis donne-moi un exemple d'une organisation puis d'une activité, mettons, pour que ce soit un peu plus concret dans ma tête. OK. Fait que, mettons, récemment, je vais parler un exemple pour un gars de Québec. On a la Ville de Québec, c'est rendu un de nos clients. OK. Puis, il y a quelques semaines à peine, on a fait l'inscription des cours de natation. Oh, OK. Pour les gens de Québec. Il y avait 2500 places disponibles. Il y a eu... on a mis ça en ligne. Donc, on a aidé, par exemple, les piscines locales de la Ville de Québec à mettre en ligne le cours de natation pour le groupe 0-3 ans, 3 à 4 ans. Tu comprends? Donc, ainsi de suite, mettre leur offre en ligne. OK. Nice. Donc, ça permet après ça. Donc, on les met en vente. Puis après ça, toute la gestion de ça, quel enseignant s'occupe de tel groupe à tel moment, les horaires, l'inscription, la gestion des présences. Dans les formulaires d'inscription, y a-t-il des allergies, y a-t-il des choses à savoir? Donc, c'est vraiment tout ça qu'on gère de A à Z. Puis évidemment, le paiement. Puis même, genre, les facilités de paiement. Okay. Tu sais, imagine des familles qui ont peut-être besoin qu'on paye par versement, par exemple. On offre ces facilités-là. Fait que c'est des trucs comme ça qu'on offre. C'est assez large. Mais c'est tout relié, je te dirais, aux activités. Beaucoup pour le marché des villes. Donc, aux États-Unis, c'est le Park and Recreation, qui est le nom, je te dirais, de la niche. Plus au Québec, au Canada, c'est plus les villes qu'on va après. Okay. Tout ce qui est SMB aussi, donc les gyms, cheerleading, cours de danse, yoga, you name it, ça, on en a fait beaucoup, beaucoup. Puis, un peu plus récemment, là, on va vers le marché des non-profits. Fait que YMCA, les JCC, Boys and Girls Club, tous ces trucs-là, c'est aussi des gens qu'on va servir. Tous des gens qui mettent en marché des activités puis du membership. Fait que tu peux imaginer qu'on a un pas pire time avec ça. Là. C'est hot, man. C'est très cool. Puis, peux-tu me donner un portrait un peu plus métrique de la chose? Genre, juste lance-moi une coupe de chiffres pour qu'on ait une idée de grandeur. Ouais, donc Amelia, quand même une quinzaine d'années d'existence. OK. Donc, on a lancé en 2009, on est rendu 130 employés. OK. On a 1500 clients. Un chiffre qu'on aime un peu flexé sur notre website, mais quand même 2,6 milliards de dollars de transactions qui ont été processées par notre engine. Ça en fait des cours de natation, ça. C'est fou, hein? C'est tout le temps drôle à dire, mais il y a de l'argent dans le monde des activités puis des trucs. Ouais, puis c'est pas intuitif, man. C'est pas intuitif, parce que moi, mettons, je lis la homepage d'Amelia quand je faisais de la research puis tout ça. Puis j'ai un ami et client aussi qui est dans le domaine plus des activités. Olivier Rousseau avec Activity Messenger, super cool ce qu'ils font aussi, puis tout. Puis on dirait qu'instinctivement, tu lis ces trucs-là, puis t'es comme... OK, fait que genre sport et loisirs municipal, ça coûte 5$ s'inscrire à genre un cours de danse, what the fuck, tu sais. Mais la vérité, c'est quand tu le vois dans une optique, je pense, de scale, de genre, hey man, une ville, tu sais combien de monde qui habite dans une ville, puis il y en a combien de ceux-là qui vont vouloir des
s'inscrire ou participer à des activités, puis c'est récurrent, c'est sur des saisons, fait que c'est vraiment hot de voir le business case derrière cette espèce de front-là qui est peut-être moins sexy ou intuitif comme marché pour une espèce d'entrepreneur SaaS ou whatever. C'est intéressant que tu amènes ça. C'est un des points que je voulais certainement parler. C'est vrai que des fois, puis en SaaS puis en B2B, c'est pas toujours les affaires les plus sexy puis shiny. Ouais. Mais quand tu t'attardes 2 minutes, comme tu dis, tu sais, d'un point de vue business model, là, maintenant que je suis parent, là, tu comprends la valeur des cours de notation, les camps de vacances, les trucs, des dépenses annuelles que tu budgètes et que tu fais chaque année. Puis là, j'entends parler de parents qui peuvent pas inscrire leurs enfants au camp de vacances puis qui paieraient. S'ils pouvaient payer 2 fois plus cher pour les inscrire à un camp, ils le feraient pour qu'il y ait une place. Tu sais, fait que là, tu sais, t'as un client qui est hyper, j'ai envie de dire, vulnérable, qui est prêt à déployer de l'argent. T'as des villes qui ont de la misère à offrir ce produit-là. Qui n'avaient pas la tech pour soutenir autant d'inscriptions. Tu sais, c'est comme un X vraiment intéressant, puis on n'a vraiment rien vu encore. Là. Il y a du growth possible en masse. Puis, je suis curieux, juste rapidement, mais on dirait que j'ai comme fait un saut quand tu m'as dit que ça faisait déjà 15 ans que ça existait. Y a-tu des gros pivots qui valent la peine d'être mentionnés ou pas nécessairement? Ouais, peut-être en vitesse, le gros pivot, c'est qu'au début, on était vraiment une plateforme dédiée aux danse et cheerleading. Fait qu'on faisait de l'inscription pour la danse et le cheerleading. Très SMB, très entrepreneur privé. Il y a eu le gros pivot vers Park and Recreation il y a quelques années. Ça, je pense que ça a été super notable. Puis un petit peu après, je pense un autre fun fact quand même notable, c'est qu'on a eu un 30 millions d'investissements en 2022. Il y a la gang d'Investissement Québec, DC, puis le Fonds de croissance des entreprises du Canada qui ont vu beaucoup de potentiel dans la métier. C'est vrai, Max d'Investissement Québec m'avait parlé de vous quand on était allé se promener un peu à Montréal. Ok, ouais, ben ça, c'est super legit, je trouve, comme moment, chapitre là, du passé. Mettons que je zoom in sur ton expérience dans cette compagnie-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu viens de dire justement, bon, ben récemment, je sais pas exactement quand, mais on a eu un 30 millions de funding. 2022, super, thanks. Puis, vous êtes 130, ça grandit, beaucoup de volume de transactions, etc., etc. Tu sais, il y a une certaine ampleur, je pense, à la compagnie aujourd'hui, puis aussi une réalité de croissance qui est financée par du capital de risque, entre autres. Alors que ton autre grosse expérience marquante par le passé, c'était très bootstrapped, right? J'ai l'impression que chez GSoft, maintenant Workleap, ça a été long avant qu'il y ait de l'argent externe qui touche à ça. Du moins, de ce que j'en comprends. En fait, je le comprends si je l'ai fait l'entrevue. Fait que j'ai le goût de comparer un peu ces deux trucs-là. C'est-à-dire que toi, mettons, comme key player, comme product marketer ou, bon, marketer plus généraliste avant, qu'est-ce qui change dans ton day-to-day un peu dans une business funded versus bootstrap? Je pense que, tu sais, évidemment, j'ai juste mon histoire pour parler. C'est parfait, c'est de ça qu'on parle. Probablement d'autres. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a probablement d'autres réalités. Je pense qu'il y a de ma lecture du bootstrap, ou du moins de ce que j'ai vécu avec GSoft, c'est que, tu sais, on avait... Tu sais, tu as rencontré Guillaume, tu connais Simon, tu as vu un peu, les gars, ils ont confiance, ils sont ambitieux, ils ont peur de rien. Puis en même temps, ils étaient un peu naïfs. Tu sais, ils avancent, c'est comme, hey, on va faire ça, on va faire Office Vibe, let's go. Puis, hey, on va faire du product marketing GR. OK, vas-y, montre-moi ça. Fait que j'avançais, je te dirais, en même temps qu'eux. En même temps qu'eux apprenaient et développaient leur compréhension. Ça résonne beaucoup pour moi, ça. Ça ressemble à ça. Le monde du produit. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que moi, je pouvais échouer avec eux, puis je pouvais apprendre, puis il y avait cette espèce d'ouverture et de tolérance à cette prise de risque. Puis en même temps, une espèce d'audace. Vas-y, essaye. Nous autres, on a essayé plein d'affaires, ça a marché. Fait que pourquoi tu n'essayerais pas? Fait que, tu sais, ça c'était vraiment. Tu sais, j'appelle ça un peu les golden years de ma vie professionnelle. C'était fou. C'était juste, on essaye, on le fait, ça marche pas. C'est malade. Puis t'as GR qui était mon boss direct, qui était tout le temps game, tout le temps curieux de le faire. Puis qu'à un moment donné, je pense qu'il a développé sa compréhension du product marketing, puis de c'est quoi du bon product marketing, puis il est devenu un gestionnaire beaucoup plus exigeant avec le temps. Puis je pense que probablement que maintenant, il est encore plus exigeant parce qu'il en a vu plein. Mais à l'époque, je pense que ça m'a permis vraiment d'apprendre, puis de faire ma main au product marketing. Tu
sais, il me paye les formations, vas-y, va apprendre, tu sais. Fait qu'il y avait cette espèce de luxe du temps, peut-être, Hey, dude, de l'audace, ouais. j'ai eu quasiment le goût de faire copier-coller là, sur comment je me suis senti en développant le marketing chez Snipcart. Ça a été long avant que je catch qu'il y ait une notion de ce que je faisais qui était du product marketing. Tu sais, tout ce qui était plus positionnement, c'était comme... Je le brandais pas comme ça, mais le luxe du temps, de l'expérimentation, le sentiment d'être empowered, de genre c'est correct, vas-y, essaye des affaires, pète-toi à la gueule, we'll figure it out ensemble. C'est drôle parce que je te jure mot pour mot, quand je parle avec mon ancien avec Charles Ouellet, puis tout ça, genre, on parle des Golden Years aussi, même chose que tu dis. Fait que c'est vraiment hot, C'est je hot. trouve ça cool d'entendre ça. Ouais, fait que bref, super belle époque. En contraste, VC Funded, euh, c'est pas... c'est ça qui est drôle, tu sais, ça a l'air d'être super Golden Year, super smooth, puis VC Funded, ça l'est pas pantoute. Non, c'est quand même correct. Je pense que là, il y a aussi une maturité qui est Ouais. prise par rapport au product marketing. C'est plus nouveau, c'est plus innovateur faire du product marketing. Là, il y a une lecture de c'est quoi qui marche, c'est quoi qui est important, puis c'est quoi du bon product marketing. Le board a une idée de ça, les gestionnaires ont une idée de ça. On n'a évidemment pas le luxe du temps. À un moment donné, on a un certain runway, Exact. ça va bien, on a de la croissance, mais on n'a pas autant le luxe du temps. Les attentes sont plus grandes aussi. On m'a engagé comme product marketing manager, on m'a pas engagé comme hey, on va lui donner une chance, puis on va essayer le product marketing avec Max, puis on connaît pas Ouais, ça, exact. puis Ouais. on verra ce que ça donne. Fait, il y a ça aussi, les attentes sont plus grandes. Le contrat, je pense, c'est plus grand aussi. Dans le sens qu'il y a. Là on est tout courant des enjeux, on est tout courant des choses qu'il faut régler. Puis Max, on t'engage pour ça, on vient te chercher pour ça. Là. As-tu l'impression d'être plus supporté ou entouré, justement, de par la... Tu sais, je pense que pré-call, comme tu disais, on parle un peu que tu avais quand même une équipe significative en marketing autour de Ouais. toi. Je sais que tu en avais quand même quelques joueurs chez Gsoft, Workleap, mais tu sais, moi, mettons, j'ai été tout seul tellement longtemps, puis ça a pesé, là, personnellement. Là. Fait que ouais, aujourd'hui, tu te sens bien entouré dans cette business-là? Oui. Tu sais, mais mettons, chez Office Vibe, il y avait du monde aussi en marketing. Je pense que j'étais cavalier seul en product marketing pendant un moment. Chez Amelia, tu vois, là, je suis le seul product marketing manager depuis un petit moment. Mais je pense que je suis entouré parce que mon équipe comprend ça. Ma gestionnaire, elle a fait du product marketing avant. Fait que, tu sais, c'est ma complice directe là-dessus. Fait que, je reviens à ça, il y a une culture, il y a une compréhension de c'est quoi du product marketing maintenant qu'il n'y avait peut-être pas il y a quelques années. Fait que dans ce sens-là, je suis plus entouré. Mais de l'autre bord aussi, on s'attend à avoir des choses beaucoup plus claires qu'avant, tu sais. Ouais. Fait que c'est peut-être plus facile de freestyle moins. C'est comme Max, ça nous prend un doc de positionnement. On veut des battle cards sur des compétiteurs. Tu sais, il y a des requests pas mal plus spécifiques qu'avant. C'était plus comme on va. Hey, connaissez-vous ça, une battle card? Tu sais, il y a ça qui a changé beaucoup, je pense, dans l'industrie. Puis que dans ma lecture de ça, ben c'est ça. Avant que je geek out sur des assets de PMM, comme mettons la Battle Card, c'est famous un petit peu le product marketing pour être pas nécessairement facile à définir. Fait que là, l'espèce de challenge ultime que je t'envoie, c'est ça. C'est selon toi, Max, mettons, avec ton expérience, tes connaissances, ton point de vue d'aujourd'hui, si t'avais à le définir. Hey, la question à 1000$. Shout out à votre épisode sur le product marketing. On a essayé. Je l'ai écouté avant, j'ai fait mes devoirs. Je pense que la définition était quand même bonne, il y avait tout. Ouais, mais Puis j'étais en accord avec la plupart des trucs, mais je pense que je l'aurais construit différemment, nice, l'argumentaire. Pour moi, c'est le product marketer. C'est l'expert du marché, de la compétition, du client, de l'acheteur et du produit. Presque autant que le product manager. Fait que ça, c'est tous tes inputs que tu te dois d'être expert à différents niveaux, oui. mais que tu dois de bien connaître. Tu ajoutes la company vision, la stratégie d'entreprise in the mix, puis tu utilises ça pour écrire des mots qui aident à décrire l'entreprise ou le produit. Okay. Fait que ces mots-là, ben, ça donne ton positionnement, ça donne ton messaging, qui, eux, t'aident à aider ton équipe de marketing à faire du meilleur marketing et à le faire toi-même. Max, j'ai l'impression que c'est très fondamental. Genre, c'est des bases
de matériel ou de substance qu'ensuite le monde peut extrapoler ça, utiliser ça ailleurs. C'est très fondamental, c'est le mot qui me vient en tête. Je sais pas si ça résonne ou t'es pas sûr. Ben oui, ben, tu sais, j'aime dire que je fais souvent les fondations de notre marketing, de notre pitch de vente, de ci, de ça, mais c'est pas toujours moi qui va faire la chose au final. Souvent, tu fais un doc de positioning, tu fais l'argumentaire produit, tu t'expliques pourquoi on est différent, tu fais la comparaison avec la compétition, puis des fois, c'est le vendeur qui va prendre ça, va mettre ça en mots, va faire 3-4 slides, ou c'est ton copywriter qui va écrire ta homepage avec ça. T'es comme, ah, c'est mes idées, mais c'est pas toujours moi qui les ai. Ça va dépendre de la taille des équipes. Souvent, ça va être moi qui va tout écrire, mais ouais. Fait que oui, fondamental, je pense que c'est ça. Il y a un élément aussi que tu as mentionné qui est le langage. Parce que quand tu disais être expert d'un marché, d'une clientèle, puis de la compétition, puis du produit, exactement, il y a beaucoup de ça qui passe par le langage. Comment est-ce que mes compétiteurs se décrivent, les mots qu'ils utilisent pour parler d'eux? Comment est-ce que le problème de mes clients est décrit quand eux cherchent à le régler, que ce soit sur un moteur de recherche, dans une entrevue Jobs to be done ou peu importe. Et puis comment ensuite mon produit, quel mot je vais utiliser dans mon produit pour faire en sorte que ça résonne avec ça ou que ça se différencie. Fait qu'il y a beaucoup de langage. Puis je suis curieux, te considères-tu pas pire en copywriting, toi, mettons? C'est... je te dirais correct. Ouais. Correct. Je pense que j'ai pas le choix. Ouais. C'est drôle. J'interview en ce moment, on recrute un autre product marketing manager. Dans mon équipe, nice. Puis la personne il me parlait qu'elle travaillait avec un copywriter tout le temps. Puis moi, j'étais comme, mais là, t'es-tu capable d'écrire, toi? C'est ça la job, là. Au final, ton superpower, c'est tes mots. Fait que, c'est souvent... J'aime dire à ma mère, c'est moi qui ai le dernier mot sur le tagline de l'entreprise ou du website ou du... C'est toi qui as le dernier mot souvent. Fait que oui, il faut que je sois pas pire en copywriting. Reste que je suis francophone, j'écris la majorité des choses en anglais. J'aime de temps en temps me faire review. Ça sonne-tu correct? T'sais, au sud des États-Unis, cette phrase-là, est-ce que ça veut dire quelque chose peut-être? Je comprends. Il y a des trucs comme ça que ça fait partie des défis de la job, mais oui, il faut faire du copywriting, t'as pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça ma réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, Max, jouer au pompier? Ah, j'ai mis ça une couple de fois dans nos notes. Hein. Je pense que le PMM, pour l'acronyme Product Marketing Manager, c'est trop souvent le pompier de bien des entreprises. Parce que t'éteins des feux. Ah shit, on sait pas comment, on a un client, on a un gros pitch avec un gros client, peux-tu nous préparer un one-pager hyper spécifique pour... Puis là, ok, c'est un gros deal, on va le faire. Ça. Puis là, finalement, si tu fais pas attention, tu fais pas la fondation qu'on parlait il y a 2 minutes. Tu t'intéresses pas à la base sur laquelle tu peux enabler tout le monde à bâtir des trucs hyper cohérents, parce que là, tu fais des one-off, tu fais l'exemple des one-pagers. Hey, peux-tu review J'ai écrit des emails, là, puis je veux juste m'assurer qu'on mette nos bons points de différenciation. C'est comme moi, des fois, je trigger, je suis comme, man, ça fait plus longtemps que moi, tu travailles ici. Je vais te donner les tools, you got this. Envoie-moi ta V1, on va en parler, tu sais. Mais oui, tu fais toujours des petits trucs, des petits one-off qui, à un moment donné, coûtent cher en termes de productivité et de vélocité. Fait que c'est ça, jouer au pompier pour moi. Ça empile aussi de la dette de messaging, de langage. Tu sais, dans un endroit, tu as parlé de telle manière de ton produit ou de ton compétiteur. Dans l'autre, c'est pas nécessairement ça. Puis c'est pour ça qu'avoir les bases fondamentales puis constamment les mettre à jour aussi, c'est vraiment chunky comme job. C'est une cible en mouvement aussi. Exact. Ton positioning n'est jamais parfait. Parce qu'il y a un nouveau compétiteur qui arrive, qui vient copier ton feature ou qui arrive avec de quoi de super intéressant, qui vient te rendre pas aussi pertinent. Fait que honnêtement, c'est un éternel combat. Je suis pas certain que j'ai la réponse à comment tu gardes ton messaging parfait partout. Mais c'est clair que tu as de la dette. Là. Quels sont les... Parce que j'ai le goût de turn on du monde à ce chemin de carrière-là, parce que j'ai goûté, moi, j'adore ça, je continue d'en faire un peu avec des clients avec Grip. C'est fucking le fun de genre... C'est un mix de logique puis de casse-tête, mais aussi de narrative, d'histoire. Figure out c'est quoi l'histoire qu'il faut qu'on compte, qui va sticker le plus, t'sais. Puis, fait
pour ramener ça à un exemple pardon, de carrière, ça va, Frank. Quels sont les livrables que tu produis, mettons, comme Product Marketing Manager? Qu'est-ce que les gens doivent s'imaginer là, dans ton day-to-day, man? Super bonne question. Fait que, tu sais, tantôt, j'ai parlé des inputs. Ouais. Ça, c'est ta matière, tu sais. Je vais le répéter, client, produit, marché, compétition, you name it. Ça, c'est ton input. Fait que ça, c'est juste une partie de la job. Il faut que tout le temps que tu le consommes. Mais le output, c'est... Tu sais, on a parlé de... Tu sais, j'aime dire, genre, ton... Power... faut que tu fasses des PowerPoint, faut que tu fasses des pages Confluence, faut que tu fasses des one-pagers, faut que tu fasses des recordings, faut que tu communiques de toutes les façons possibles ton messaging. Puis, Fait que tu sais, tes assets... ce qui est doublement intéressant avec la job de Product Marketing Manager, c'est que tu veux marketer un produit à l'externe, right? Tu veux que des gens l'achètent, l'utilisent, l'aiment. Mais les changements que tu amènes, les assets que tu amènes, tu dois aussi les marketer à l'interne. Fait que là, tu sais, mettons, Max te dit un slide deck, un one-pager, un recording loom, une page Confluence. D'ailleurs, je sais encore pas c'est quoi que ça fait Confluence, by the way. Whatever. Ces choses-là, c'est des assets que, dépendamment à qui tu dois communiquer les changements puis les orientations de product marketing que tu fais à l'interne, ça va changer le type d'asset. Tu n'envoies pas le même asset à un CEO que tu envoies peut-être à, je sais pas, un copywriter ou quelqu'un qui s'occupe de la stratégie de contenu. Serais-tu d'accord avec ce statement-là? Oui. Oui, puis en fait, j'ajouterais même que ton public interne est probablement plus dur que ton public externe. Explique pourquoi. Hein? Ben, t'es un vendeur, t'es là depuis une couple d'années. Là, t'as le new guy qui arrive qui dit il veut changer ta façon de vendre le produit. T'es qui, toi? Pourquoi tu me dis comment changer ma façon de vendre? C'est un vrai défi. Fait que ouais, non, c'est sûr que ça fait partie du défi. Faut que tu changes un peu ton outillage, je pense. Mais en fait, c'est ça du bon marketing aussi. C'est le bon canal, la bonne façon de communiquer à la bonne personne. Fait que tu le fais à l'interne. Je pense qu'une chose qu'on n'a pas couverte, c'est dans les projets, tu sais, là, on a parlé des assets, les contenus. Ouais. Mais les contenus, ça va être genre beaucoup des launches, beaucoup des lancements, beaucoup de sales enablement. Donc, regarder le cycle de vente, regarder c'est quoi les blockers en ce moment qui nous empêchent de vendre. Puis souvent, on a la réponse, mais elle n'est pas bien communiquée, elle n'est pas bien ficelée. Fait que comment on ficelle ça côté des ventes? Ça va être beaucoup d'enablement aussi du côté marketing. Moi, des fois, on me demande de review des keywords pour AdWords. Ah, c'est-tu les bons compétiteurs? C'est-tu les bonnes affaires? Fait que ça prend vraiment... T'es comme les yeux du marché pour un paquet de monde dans ton équipe. Puis comment, pour quelqu'un, mettons, qui est super noble, qui écoute ça, là, sales enablement, comment tu définirais ça? La traduction libre, hein, d'enabler le vendeur. Mais tu sais, je pense que l'enablement, c'est comment tu donnes, quels outils tu donnes à un vendeur pour succéder. Ouais. C'est lui qui, au final, est c'est lui le chef, là. C'est lui qui va faire la recette, au final, puis qui va te servir un poulet incroyable, là, mais toi, tu lui donnes les bons couteaux, tu lui donnes la recette, tu lui donnes la température à laquelle mettre le four, tu lui donnes des cues. Hey, essaye ces épices-là, je pense que ça va t'aider. Puis là, tu lui donnes tous les outils nécessaires pour réussir, finalement, la vente. Ces outils-là, ça peut être des fois un bon slide deck ou des slides de base. Ça peut être du training sur comment parler du produit ou messager ce nouveau feature. Ça peut être de revenir sur c'est qui nos personas, à qui on parle, à qui on vend. C'est qui que souvent en B2B, quand tu as des gros sales cycles, c'est qui que ton persona a à convaincre à l'interne. Ça, c'est excellent. De leur expliquer un peu cette poutine-là. Puis le gars de IT qui va venir scraper ton deal 4 mois plus tard, ben voici le one-pager à lui donner. Fait que, facile à dire, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'études, beaucoup de lecture, beaucoup d'écoute pour comprendre c'est quoi ce cycle de vente-là, quels sont ces bloquants-là, puis comment finalement tu peux les lever. Puis on parlait de marketer tes assets puis tes learnings à ton monde à l'interne, puis les vendeurs à l'interne. C'est une chose que j'ai réalisée chez Duda aussi, c'est qu'eux, ils ont leur propre objectif, dude. Eux, ils ont une vision de leur temps qui est plus sacrée, c'est des hustlers, c'est des go-getters, ils ont faim. Fait que si t'arrives et tu veux leur faire des trainings, man, qui durent genre je sais pas combien de jours ou d'heures, ils vont dire, man, comment est-ce que toi tu me dis ou tu veux là va m'aider moi à atteindre mes objectifs de vente? Fait que faut que tu frames un peu ces assets-là que tu crées ou que tu veux leur montrer dans cette optique-là, tout, tu sais. C'est absolument un défi, puis je reviens à ça, c'est probablement
les vendeurs, puis turns out, ça va bien chez Amelia, Ouais, mais c'est toujours ton crowd le plus difficile Mhm. à convaincre, tu sais, parce que eux, comme tu dis, leur temps, leurs assets, puis à moi, c'est comme, hey, j'en ai vendu des deals, tu sais, je pense que les vendeurs qui Ouais. struggle sont peut-être plus ouverts, les vendeurs plus confiants qui Fair. ont le backlog plein de deals, peut-être vont être Fair. plus fermés à dire pourquoi je changerais ma formule gagnante. Ma Là, tu sais. template d'email, elle marche. Euh, Comment t'expliquerais c'est quoi du go-to-market? J'ai l'impression qu'on mentionne GTM, go-to-market, à droite puis à gauche. Mettons, encore une Ouais, fois, pour les noobs ou le monde qui sont pas encore familiers avec la fonction de Product Marketing Management. ouais, la go-to-market. Moi, j'aime dire que, mettons, un launch, un lancement, ou comment dire, tu amènes ton produit sur le marché. Je trouve que c'est une belle image, mais c'est les éléments de ça pour te faire cette stratégie-là, ben, c'est quoi? Ben, c'est ton marché, la quantité de personnes qui sont disponibles, qui sont potentiellement des acheteurs. C'est qui ton customer, ton ideal, le customer profile, ton ICP. Comment tu vas contacter, distribuer ta value, ton message à ces gens-là, super important. Évidemment, ton produit, c'est quoi? Ton positionnement, comment il est différent? Comment t'en parles? Comment tu le messages? Puis, ultimement, ton Mm. prix. Je veux dire, ça, c'est comme tous les éléments d'une stratégie de go-to-market. Tu sais, en vraie vie, c'est un gros doc, puis ça devient souvent des campagnes, ça Ouais. devient souvent du messaging sur un website, ça devient des grosses discussions à l'interne. Mais je pense, in a nutshell, c'est ça, un GTM. Une dernière définition, man, avant qu'on move on sur d'autres questions plus tactiques, mais le product-led growth, comment tu définirais ça, toi? C'est hot, je pense que j'ai comme des. Ben, tu sais, c'est la. Tu sais, on aime. C'était comme un buzzword. On en parle. C'est encore un buzzword, je pense, mais c'est comme. C'est la croissance qui est générée organiquement par ton produit. Ouais. Euh, in a tweet. Je pense que c'est aussi un vœu pieux de beaucoup de founders puis de beaucoup de gens de produits. Ah ouais, on va pivoter à du product-led growth. Ça va marcher si on met des façons de upsell dans le produit. Fait que tu sais, one does not simply PLG. Ça, quand j'entends ce mot-là, souvent, je suis comme tout le temps un peu. On va prendre notre temps. C'est pas si simple que ça. Je pense qu'on peut introduire ces concepts-là. Je pense qu'on peut aller chercher les bonnes choses de l'école du PLG, mais pas aussi facile que ça. Mm. C'est souvent mis en contraste à sales-led growth ou genre marketing-led, inbound-led, je sais même pas comment le dire, mais Ouais, puis comme si sales-led, c'était ouais, je sale. sais. Ouais, ça m'énerve tout ça. Ah, Ouais. sales, c'est pas correct. Mm. C'est comme, on vend des produits qui coûtent des milliers de Exact. dollars à des organisations de milliers d'employés. Ça prend des mois à vendre. Ça prend un vendeur, ça prend quelqu'un à un moment donné qui est la courroie de Mm. transmission, tu sais. Puis si on pouvait être Slack, tout le monde, on le serait, Ouais. mais c'est pas, tu sais, pas si facile que Ah, ça, là, tu sais, d'être... ou Miro, tu sais, qui a une insane... network effect. tu sais, c'est Ouais. ça, mais... Ouais. Euh, En ce moment, chez Amelia, c'est quoi les plus gros challenges de product marketing que tu vis, que vous vivez? Euh, Fait que tu vois, moi, je suis arrivé, on était... Tu sais, je pense qu'il y avait des bonnes choses qui se passaient en product marketing, mais il y avait, je te dirais, je pense qu'on avait un petit peu perdu le fil OK. de c'est quoi, je pense, les fondements d'un bon product marketing. Puis que humblement, je tente de replacer ça du mieux que je peux, Nice. tu sais. Fait que, tu sais, au début, je te dirais, un des premiers problèmes qu'on a tackle, c'était nos launchs. On avait comme pas de séquence de launch, c'était difficile à faire. Fait que, tu sais, il y avait les launchs qu'on a redressés un peu. Après ça, il y avait tout l'enjeu du fameux Mm. pompier. C'est quoi vraiment ton mandat? C'est où que ça s'arrête? Recadrer ça. Recadrer aussi l'équipe. Fait que là, on a une nouvelle structure d'équipe à 3 PMM qu'on va essayer. Nice. Peut-être qu'on pourra parler après. Puis, ouais, c'est ça. Je te dirais, c'est des défis classiques aussi Ouais. où ça fait un certain moment qu'on a le même messaging qui roule, on a des compétiteurs qui commencent à être un peu plus Mhm. corsés, on a des nouveaux marchés qu'on va aller conquérir. Fait que je te dirais, en gros, ça, c'est les grands défis. Puis, tu sais, après ça, il y a tout l'enjeu multi-industrie. Tu sais, je te parlais public, tu sais, Ouais. les villes, les fonctionnaires. Ça, c'est un marché, qui a ses spécificités. Puis à côté, on a les SMB, le petit entrepreneur qui vend des cours de danse. Un autre. Ça, C'est pas pareil, là, faire les deux. Là. ça, de façon générale,
En acquisition plus tôt dans le funnel, c'est facile de segmenter puis de diversifier. C'est-à-dire qu'une campagne AdWords ou de SEO peut parler à des personnes différentes, viser des mots-clés différents s'il y a plusieurs ICP qui sont visés. Ensuite, sur le site marketing, même chose. Tu peux rediriger vers des landing pages relativement verticales ou peu importe. Mais après ça, quand tu arrives dans le produit, toujours trouvé ça touché, cette bout-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez ou que vous voulez essayer de faire, de customiser un petit peu, soit le onboarding ou du moins ce qui apparaît en fonction d'un profil type ou... Ben, je pense que tu mets le doigt sur un de nos gros casse-têtes et un de nos gros enjeux. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça, c'est nailé. Je pense qu'en ce moment, on a juste la suite de fonctionnalités idéale pour tout. Ok, c'est bon. Puis on a des façons, après ça, de cacher les fonctionnalités que peut-être le petit entrepreneur n'a pas besoin. Ouais, ok. De finalement réduire sa stack d'Amelia versus la ville, une grosse ville, par exemple. Full setting, littéralement tout. Ouais. Fait que, tu sais, en ce moment, on le fait comme ça, mais oui, je pense qu'il y a de la place à du onboarding. On a, par contre, on a aussi le Amelia University. Là, on a essayé de faire des espèces de cours en ligne pour aider justement nos ICP à adopter les bons features puis la bonne approche pour chacun des cases. Mais honnêtement, on l'a pas nailé. Là. C'est tough. C'est vraiment, puis comme tu dis, c'est un moving target. Là. Mais c'est vraiment des beaux défis. Puis j'imagine à la taille que vous êtes, là tu me parles de Amelia University, êtes-vous rendu à genre embaucher du monde style learning designer, genre education, 100%. genre specialist. Je me rappelle jamais comment il s'appelle, mais j'en ai rencontré une couple d'un chez Douda qui était vraiment cool. Ouais. Ouais, on en a littéralement 3. Ah ouais, nice. C'est vraiment ça, man. Ouais, puis c'est tellement... En fait, c'est un gros insight consommateur pour nos clients. Beaucoup de gestion du changement. Il faut les accompagner, il faut les tenir par la main. Fait que, tu sais, je pense pas que tu instinctivement te dis je vais investir dans une université puis créer un paquet de contenu pour faire des tutorials sur mon produit. Mais les users avec qui on a affaire, ils ont besoin d'être pris par la main. C'est des fois même des gens plus âgés qui utilisaient un vieux software ou qui étaient sur pen and paper, puis là, sont rendus sur Amelia. Puis il y a beaucoup d'accompagnement à faire, puis c'est super clé dans l'adoption du produit. C'est hot, man. Ça me fait m'ennuyer de travailler sur des enjeux comme ça avec une équipe, tu sais, man. C'est le fun, man. Il y a une belle énergie qui vient de ça. Ben, on recrute en ce moment, si ça te tente. Alright, fuck this podcast. Justement, tu sais, il y a beaucoup, je pense, ou souvent du product marketing qui va enable puis supporter les ventes, comme on a parlé un peu, mais aussi qui va supporter l'acquisition client, tu sais, formule marketing plus traditionnelle, un mix de marketing avec des canaux quelconques, mais je serais curieux de savoir, roughly, ça ressemble à quoi, justement, votre acquisition chez Amelia? Ben, genre, pour moi, c'est comme classique, c'est tout un peu le même. Ça ressemble un peu à l'époque Office Vibe, ça pourrait s'apparenter à ça. On a du inbound marketing, on s'assure d'être présent dans les engins de recherche, on fait du content, on fait des webinars, on fait beaucoup de inbound pour se positionner, puis là où le consommateur nous cherche. On fait du outbound aussi, on a des BDR, des gens qui hustle, qui appellent, qui poussent en masse pour faire générer de la vente. Fait qu'on je te dirais, on a les deux approches pour générer de la business, puis je pense qu'on a besoin des deux. Intéressant. Puis avez-vous du monde, tu sais, tout ce qui est inbound, vous avez des gens à l'interne pour ça, là. Fait que SEO, mettons, je sais pas si vous avez rédaction ou production de contenu vidéo, visuel, autre chose. Ou... On a, je dirais, on n'a pas on a plein de gens qui en font. On n'a pas, mettons, un in-house SEO. Ok, intéressant. Mais on a un petit comité SEO dont je fais partie d'ailleurs. Puis là, on est comme, OK, c'est quoi les gros mots-clés? C'est quoi nos enjeux? Comment on se positionne? Puis on a probablement... Je sais pas si t'as pas le doigt sur ces chiffres-là ou ces proportions-là, n'hésite pas à me dire non, Frank. Là. Mais si t'avais à faire un wild guess ou un guess éduqué de combien de pourcentage de business rentre via l'inbound versus l'outbound? Tu sais, je pourrais dire non, Frank, rapidement. Mais ici, je pense que le gros de notre business, c'est honnêtement bouche à oreille. On est dans une business super old school. Fait que, tu sais, c'est un peu inbound du bouche à oreille. C'est dur à mesurer. Fait que ça, on en a quand même beaucoup de ça. On a énormément de succès en paid aussi. Notre acquisition vient par ça, mais j'ai pas les pourcentages. Pas de stress, de précision. Pas de stress. Puis le pricing model? Pricing model, monthly fee, flat fee, 3 scales en ce moment de plans.
Puis, je te dirais, le gros du jeu, c'est qu'on prend un pourcentage des transactions. Donc, imagine 1% de chaque transaction de cours de danse, de cours de natation, you name it. Fait que c'est intéressant, on scale avec nos clients. Puis, un enjeu de product marketing, c'est d'augmenter l'usage du produit. Puis, de tout digitaliser les transactions possibles via notre plateforme. Sais-tu si c'est réfractaire un peu, des fois, les clients à un pourcentage de transactions? Nous, on l'a vécu à certains égards chez Snip, mettons. Je pense que c'est best practice de douter pour un client de faire « Attends une minute, là. » Mais, tu sais, on a l'exemple du COVID maintenant, où quand la business a ralenti pour tout le monde en COVID, ben nous, évidemment, on leur payait, on leur chargeait pas les transactions qu'ils n'avaient pas. Fait que, tu sais, je pense qu'on grandit avec eux, puis je pense que c'est un bon deal, honnêtement. Fait que c'est pas le plus gros frein qu'on a. Parfait. Intéressant. Puis, de façon générale, mettons, parce que là, tu as parlé un peu des bases d'input que tu as comme product marketer, puis il y en a un que c'est la compétition, tu sais, du marché produit, client, etc., mais compétition. Est-ce que tu as l'impression qu'un product marketer devrait passer une majorité de son temps, une minorité de son temps sur la compétition? À quel point ça fait partie de ton day-to-day, tu sais? Je pense que dire une majorité, ce serait un faux, ce serait pas correct. Là. On n'a pas le temps de vraiment checker la compétition assez. Je pense qu'il faudrait que, dans mon day-to-day à moi, il faudrait que je la regarde plus. Okay. Parce qu'il y a des choses à faire. Tu peux pas l'ignorer. Je me dis, ça dépend d'où tu viens. Si ton produit est la réponse à la compétition, puis que ton positionnement est tout basé sur le fait que tu es différent, puis que tu amènes une alternative, tu peux pas ignorer la compétition. C'est dans ton... C'est littéralement dans la base de ton produit. Si tu as un produit qui arrive qui est arrivé entre guillemets sans compétition, peut-être c'est un petit peu moins, je dirais, prioritaire, mais tu n'as pas le choix. Tu peux pas l'ignorer. Elle est là, puis si tu t'en occupes pas, elle va s'occuper de toi. J'aime ça. J'ai le goût de parler quasiment un petit peu de tooling. J'ai jamais eu la chance de débloquer le budget pour des tools de competition, genre analysis ou genre intelligence sur le market, comme c'est quoi, c'est Clue, genre Ouais, Clue, Crayon. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as-tu utilisé un peu de ces tools-là? C'est-tu un gros net positif dans ta vie de product marketer ou pas nécessairement? J'aimerais ça te dire que j'ai utilisé ça. Des fois, j'aimerais ça les utiliser, mais je les ai jamais utilisés. Fait que je peux malheureusement pas en parler. C'est à quoi que ça me fait penser, Max? Puis s'il y a du monde qui écoute, qui les ont utilisés, ils vont me dire Frank Tail, ça n'a pas rapport. Je m'en fous, dis-moi là dans les commentaires. Mais en ce moment, ce que ça me fait penser de dire ça, là, je trouve que c'est l'équivalent un peu de genre, ok, tu vas aller skier, là, puis au lieu de juste genre prendre tes vieux skis ou prendre des skis usagés ou genre ceux qui sont proches de toi, tu check pour du gros gear. Tu sais, tu te dis genre, ah man, je vais aller je vais aller chercher des gros skis avec des grosses specs, puis genre tout ça. Puis, tu sais, au final, man, à moins d'être genre fucking avancé, fucking élite, peut-être que t'es correct avec des skis genre un peu plus standard. J'ai l'impression que c'est comme... Écoute, je sais même pas si j'ai raison de dire ça, là, mais je me suis fait pitcher cette année. Puis j'étais allé dans un pitch, là, genre, j'ai comme fait, ah ouais, vends-moi ta salade. Genre, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai besoin. J'ai demandé, j'ai fait le process d'achat. D'ailleurs, pro tip de product marketing, allez dans des sales calls, faites-vous vendre des affaires. Excellent, ça. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de le faire de temps en temps. J'étais curieux pour Clue. Classique, il voulait pas dire le prix. Ouais. Une quantité, je sais pas, 20-30 000 par année. C'est un truc de fou, là, pour un genre de nice to have. Mais l'exercice, je pense, vaut la peine. Quand il m'a vendu ça, c'est comme un espèce de wet dream de product marketing manager. C'est comme, hey, on va aller sur le website de tes compétiteurs, on va t'updater quand ils vont changer des mots sur le... Puis là, j'étais là, mais montre-moi comment tes gars l'utilisent. Ah, mais mes vendeurs, ils l'utilisent plus tant que ça. Une fois qu'ils ont compris la base, ils l'utilisent plus. Ouais. Fait que là, j'ai comme catché que... Ouais. Tu peux get away sans. Ouais. Je pense que c'est un outil intéressant, puis ça professionnalise ça, c'est cool. Ouais. Je pense que ça, c'est cool. Mais tu peux vivre sans. Fair, man. Puis, t'as parlé, tu sais, qu'un des livrables dans ta vie de product marketer, c'est les lancements. Que ce soit des nouvelles fonctionnalités, une nouvelle version du produit ou des initiatives de collaboration avec XYZ. Mais est-ce que t'as des conseils à donner au monde, mettons, que ceux qui get started ou qui sont là-dedans puis qui geek avec nous sur le
PMM au niveau du lancement. Ouais. Yeah. Oui. Ben, écoute, des lancements, j'en ai fait un puis un autre avec des succès relatifs, j'ai envie de dire. Puis j'ai appris une couple d'affaires. Puis je pense que le premier conseil que la première leçon difficile que j'ai eue, c'est nobody cares. Tout le monde se fout de ton lunch. Puis là, t'es comme... Ah, dude. C'est le plus... On travaille là-dessus depuis des mois. C'est gros. Ça révolutionne notre détail dans notre industrie, de notre niche. Le monde s'en sac. T'es pas Apple, t'es pas Tesla, t'es pas Slack. Nobody cares. Fait que je pense qu'il faut être plus humble par rapport à ça. Puis ça fait que, on se calme. C'est important, un lunch. Moi, je suis pas contre la pratique. Au contraire, je pense que c'est super important. Mais les gens ne pas autant que tu penses. Ouais, c'est tout le temps c'est le biais de proximité puis de récence. C'est-à-dire que toi, t'as tellement travaillé là-dessus, t'as tellement été proche de ces choses-là, puis c'est tellement meaningful pour toi, ton équipe, tes patrons, tes collègues, que t'es comme, ben là, mec, je mets ça out there, tu sais, le monde va faire wow, mais man, il y a tellement de bruit sur Internet, là. Puis même si t'essaies de jouer sur les product hunt de ce monde, etc., les subreddits, dude, les chances que ça stick sont minces. Puis même quand ça stick, c'est éphémère, là, tes bursts, là. Fait que Hacker News, toutes ces choses-là, j'en ai vécu plein avec Snip, des trucs d'armes. Puis... Mais, fait que ma question pourrait être peut-être Devil's Advocate un peu, ou pour poursuivre la discussion sur le lancement, c'est alright, bon, mais comment tu fais pour qu'il y en ait qui s'en crissent pas, tu sais, puis qui care? Puis, as-tu d'autres conseils par rapport à des lancements, mettons? Ouais. Ben, ce que je dirais, c'est que ça reste un exercice important. Ben oui. Je pense que de launcher... Tu sais, déjà, tes clients care. C'est déjà beaucoup. C'est ton actual business, puis tu veux qu'ils restent avec toi. Fait que ces gens-là care, ces gens... Tes modifications dans le produit viennent souvent de leur feedback. Fait que c'est, pour moi, une grosse partie, c'est tes clients. Puis je pense qu'il y a des nouveaux value propositions que tu peux utiliser pour faire... J'aime pas ça dire care, c'est le seul mot. Se soucie, peut-être? Pour que les gens se soucient exact de ta nouvelle fonctionnalité. Mais bon, ça reste un exercice important. Je pense que tu prends toutes les opportunités que tu peux pour communiquer sur ton produit, pour aligner les équipes aussi sur comment ça a changé, puis garder la cohérence à l'interne. Tu sais, ça reste, je pense, une mécanique hyper importante. Un autre lancement, ou un autre tip que j'ai pour les lancements, c'est j'aime ça les voir comme, c'est peut-être mon côté journaliste ou mes études à Jonquière, mais le côté un peu, ton produit, puis comment tu communiques sur ton produit, c'est un peu un magazine. OK. Tu sais, t'as une édition de Noël, t'as une édition de la Saint-Valentin, t'as une édition d'été, une édition de printemps. T'as comme tout le temps des opportunités. Tu sais, le magazine 7 jours, je sais pas quoi. Il communique tout le temps. Puis tes lunchs, ils devraient être relativement prévisibles. Tu sais, avant, moi, je sais que là, tu launchais un peu au rythme du product manager, puis de ses émotions, puis ça va être bon. Puis évidemment, ça l'était pas, tu sais. Fait que là, j'étais genre, OK, moi, je prends le contrôle de la situation. C'est moi qui décide quand on launch. C'est-à-dire que la feature va être disponible dans ton produit. Moi, je communique quand ça fait du sens. Fait que j'ai comme établi une espèce de calendrier de lancement hyper simple à l'interne où, puis comme j'étais solo PMM, je ne pouvais pas en faire trop. Fait que j'étais comme, on va launcher une fois par an, 4 fois par année. On a 4 grosses histoires où là, on met le paquet, où on fait ce que j'appelais mes launchs saisonniers. Puis, à chaque mois, on a quand même notre courriel, notre release notes qu'on fait à nos customers. Qui est comme un touchpoint peut-être un petit peu moins important, un petit peu, où on met un peu moins de love. Puis je te dirais, la troisième tier, c'est on a Beamer, qui est un outil de notification dans ton produit pour annoncer quand tu as des nouveautés. Fait que ça, c'est cool aussi, juste des petites release notes. On a changé tel détail, telle table, dans telle forme. Fait que j'ai comme 3 levels de communication que j'utilise. In product. Release notes, genre, mettons, documentation, fact, courriel. Puis, I guess, juste public, plus avec peut-être des pages uniques dédiées ou... Exact. Webinar, campagne, out there, content. Okay. Fait que là, je me crée 4 grosses opportunités de communiquer. Puis... c'est hot, man. Ouais. Fait que ça fonctionne bien, puis ça m'aide d'avoir une relation avec l'équipe de produits où je suis capable de dire, hey, ça c'est cool, je vais mettre ça dans mon lunch d'hiver. Ou ça c'est nice, c'est parfait timing avant Noël. Récemment, on a lancé nos gift cards. Ils étaient déjà disponibles, mais on les avait pas comme vraiment annoncés. Puis j'ai fait, hey, juste avant les fêtes, on avait une fenêtre de lancement. J'ai dit, on va relaunch nos gift cards. Nice.
Puis là, c'était trop cool. Tu vois la adoption curve. Puis là, on a vendu de la gift card au bout. Fait qu'il y a des façons aussi, tu peux jouer avec tes timings. 100%. Puis j'ai l'impression... En fait, question pour toi, t'as-tu déjà vécu des intérêts opposés qui se battent pour avoir un lunch en premier, mettons? Je sais pas comment l'expliquer. T'as différentes équipes qui font différentes fonctionnalités clés, puis ils ont des KPIs, des OKRs, il faut qu'ils atteignent des objectifs trimestriels ou annuels. Ils sont comme, genre, fuck man, on a besoin de lunch puis de couverture, genre, marketing, plus vite. Puis, as-tu eu de la misère à gérer cette espèce de cédule-là ou c'est pas vraiment été? Ben, c'est une bonne question. Je pense que le lunch trimestriel, par exemple, qui est là où on met le plus de love, ce que je t'ai pas dit, c'est que souvent, c'est 2-3 fonctionnalités. Okay, ou 2-3 solutions. Fait que non, j'essaie au contraire, c'est cool d'avoir deux opportunités, deux choses pour communiquer. Puis tu vois, mon lunch d'hiver, je te parlais, en fait, d'automne avant Noël, c'était online activities puis gift card. Fait que c'était comme online activities, ça fait du sens de faire. Le produit était prêt pendant l'été. Mais personne ne fait d'activité en ligne quand il fait chaud. On l'a timé pour l'hiver. Puis c'était. Puis comment tu... Fait que oui, on est capable de faire ça. Puis comment tu gères je sais pas comment l'appeler ça, les mises à jour, disons. Parce qu'une fois qu'il y a quelque chose de core qui change dans ton produit, soit de nouveau ou qui a changé, qui était existant, ben, man, il y a des pages marketing, il y a de la doc, il y a des assets de vente, il y a plein d'affaires qui doivent être comme updatées. Ça fait partie de ton process. T'as pas le choix. Tu peux pas les ignorer. Je pense que c'est là où c'est mon process, mais je m'entoure. Je m'entoure des personnes clés. Donc souvent, on fait des kick-offs où on se parle. C'est quand, hey, on va lancer cette fonctionnalité-là ou on va faire un revamp, par exemple, de cette fonctionnalité-là qui est core. C'est quoi nos touchpoints? C'est quoi les endroits où on en parle? Puis tu fais du project management. C'est quoi la liste des choses qu'on a updatées? C'est quoi qui est prioritaire? C'est quoi qui peut attendre? C'est quoi qui doit être prêt en launch day? Puis, tu n'as pas le choix, il faut que tu couvres tes bases. Trouves-tu que le launch day, justement, la journée de lancement, c'est quelque chose de critique? Je pense, de mon expérience puis de mes, learnings, c'est la chose la moins importante au monde. Intéressant. Je pense que quand je commençais, c'était qu'il fallait que tout soit parfait. Puis, c'était un peu, justement, à l'époque Product Hunt, puis on voulait, man, que tout soit en ligne. On voulait faire un feu d'artifice de notre feature. En fait, ça revient de tout le monde s'en fout de ton lunch, là. C'est un peu ça va ensemble, mais c'est comme... Là, t'enlignes toutes tes flûtes, puis là, t'es comme, man, telle journée, le 15 janvier, man, on met la Switch à on, let's go. Puis là, tu sais, il se passe patate, puis là, t'as stressé tout le monde, t'as botché des affaires pour que tout soit prêt. T'as un risque technique même qui est grand, tu sais, de mettre la Switch à on. T'envoies ton email à tous tes clients. C'est comme hyper risqué, hyper stressant, puis au final, c'est pas pareil, là. T'as comme... Ce qui est market-facing, c'est une chose. Ce qui est client-facing, c'est une chose. Tu peux faire des cohortes, tu peux lancer ça tranquillement. Fait que moi, j'aime... Il y a un moment que c'est ton launch day, le bout où tu envoies ton email. C'est comme... Alright, c'est aujourd'hui qu'on met la Switch à on, mais j'essaie que ce soit pas un big deal, que ce soit un launch week ou 2 semaines ou 3 semaines même, de prendre le temps de communiquer sur plusieurs semaines. Je pense que c'est absolument safe. C'est quoi le meilleur timing, tu penses, pour embaucher un PMM dans un SaaS? Oh! Tu vois, j'ai vécu des moments où j'ai été embauché dans un SaaS où le SaaS n'était pas prêt pour moi. Puis où c'était pas le bon timing pour m'engager. Puis j'ai vécu où j'arrive peut-être un peu sur le tard. Mettons chez Amelia, où je suis comme, j'aurais aimé ça être là plus tôt dans ma vie, tu sais, de PMM, d'être là, mettons, 1 an, 2 ans avant, j'aurais pu faire des affaires bien pratiques qui m'éviteraient du travail maintenant. Fait que j'aime penser qu'il faut que tu sois là plus tôt que tard. Puis j'aime dire aussi qu'au début, tout le monde fait le rôle de PMM. Puis c'est correct. C'est simple. Tout le monde s'intéresse à la compétition. Tout le monde s'intéresse au marché. Ton product manager, il en ratisse large de ce côté-là. C'est correct. Tes vendeurs sont curieux. Ils veulent savoir ça. Tout le monde se partage des insights. Puis c'est beau. Dans une startup de 10, 15, 20, 30 personnes, tout le monde geek sur ça. Puis cette espèce de fine compréhension du marché, ben, s'effrite avec le temps. Puis je pense que c'est généralement ça, c'est ton déclic pour dire, OK, là, on a du nouveau monde qui rentre, on a des OG qui sont partis. Là, on a besoin, à un moment donné, de centraliser ces savoirs-là,
puis de systématiser Ouais. l'approche. Fait que, tu sais, 20, 30, 40 personnes dans ta compagnie, c'est peut-être le moment où, à un moment donné, vient le temps de trigger un PMM. Mais c'est... Je sais pas pour toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand que toi, tu engagerais un PMM? Tout. Je pense que la notion de voir la fonction de PMM comme distribuée à travers les cofondateurs et premiers employés clés, c'est excellent. Parce que je pense pas que c'est legit d'embaucher un PMM quand t'es 6, 7, 8, 9, même 10. Je pense que au fur et à mesure que l'équipe scale, la fonction continue d'être distribuée, mais se concentre plus dans les équipes de marketing et de produits. Puis je pense que au-dessus de ça, là, fait que, écoute, je sais pas c'est quoi le chiffre magique, là, mais si tu 30, 40, 50, là, ça commence à être genre qui ont une fonction dédiée. Avec des embauches, avec ces titres-là, puis tout ça. C'est genre mon modèle mental en ce moment pour penser à ça, mais ouais. Mais ça Ouais, ou tu revient sais, à... Faut que ça soit là dès le départ, mais ça veut pas dire que c'est un titre dédié dès le départ. on est d'accord avec ça. Puis même, je pense qu'au début, il faut pas qu'il y en ait un pour pas déresponsabiliser les gens. J'aime ça. Faut que ton équipe se motive, faut qu'ils soient curieux, apprennent, faut qu'ils veulent apprendre, puis pas qu'ils edge. dépendent d'une personne qui, à chaque semaine, dans un weekly, leur dit « Voici le marché, voici les clients, voici la compétition. Hein. » Ouais. Non, c'est ça se cale pas. Fait que c'est comme tough. Puis de l'autre côté, s'il arrive assez tôt, mais il peut mettre des bonnes bases. Tu sais, j'imaginerais un profil marketeur généraliste Ouais. qui a un bon sens du product marketing. C'est probablement super intéressant d'engager ça tôt. Puis que ça devient ultimement ton 100%. PMM. Ça, c'est peut-être une approche qui se défend. Est-ce que le AI a changé quoi que ce soit dans ton day-to-day, toi, dude? Parce que moi, je me rends compte, moi, j'ai parti l'année passée, l'année 2023, en commandant 13 livres, en lisant genre 100 pages de 1 seulement, puis en étant comme, OK, toutes les tâches qu'il faut que je fasse, je les passe dans ChatGPT en premier, puis j'essaie de voir ça avec des agents. Finalement, c'est genre, j'utilise ChatGPT de temps en temps pour genre m'aider créativement ou rédiger des trucs qui sont genre pas générique, mais que genre, il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que Frank et la sauce de Frank soient par-dessus, mettons. C'est bizarre. Mais, ouais. Ouais. Fait que, ouais, grosso modo, utilises-tu les AI que ce soit, genre, dans ta carrière? Oui. Oui, absolument. Je l'avoue, j'utilise le AI. Comme c'est juste smart. Non, c'est ça. En fait, c'est comme... Dans une couple d'années, on va regarder ça puis on va dire « Hey, tu te rappelles-tu l'époque où on faisait des maths, pas de calculatrice? Je pense que c'est un levier, c'est un outil, puis tes compétiteurs l'utilisent. Fait que si tu l'utilises pas, puis tu trouves pas de façon d'accélérer ton travail, puis que les AI deviennent ta raquette là, de tennis là, qui allonge ton bras, tu sais, t'as besoin de ça. Fait, est-ce qu'on a tout... Moi, je pense qu'on n'a pas tout vu encore. Je l'utilise souvent, comme tu disais, pour créativement m'aider, pas être pris avec la page blanche. C'est bon, ça. Tu sais, écrire des affaires des fois que tu sais, des petits emails, des petits trucs. Tu sais, ça m'aide à faire mon travail. Mais les résumés, les transcripts, les takeaways, ça, man, je commence de plus en plus à être un fan. Là. Je l'avais pas utilisé beaucoup, mais je commence un peu plus. Puis, tu sais. Oui, mais hein. Puis, tu sais, surtout les bons meetings en anglais avec un anglais impeccable. Tu sais, que tu as le transcript Teams que tu peux extraire. Tu te dis, fais-moi un récapitulatif de ça. Pas pire. Ça mais hey, on a enregistré des calls pour. C'était-tu pour Grip pour que ça se passe? Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, on a enregistré des calls en français, franglais, là, à la Québec. Là. Puis Drain, le taux qu'Antoine avait travaillé avant dans le temps, puis tout. Man, ça sortait quand même spécialement bien pour l'espèce de franglais que j'avais de la misère à faire sortir dans d'autres tools de transcription, puis tout. Fait que, anyway, food for thought. On s'en va vers notre wrap-up, mais y a-tu des trucs que tu as appris dans les dernières années que tu aurais aimé ça savoir au début de ta carrière? C'était assez hot, tu m'as envoyé cette question-là, puis j'y pensais beaucoup. J'ai appris. Puis moi, là, je me suis dit, c'est ça. J'ai écrit, le monde, personne ne sait ce qu'il fait. Nobody know what they're doing. Puis c'est pas vrai que les gens sont bons. Mais surtout en tech, puis en startup, ça va vite. Puis beaucoup de monde qui m'impressionnait en début de carrière, je me rends compte, c'était la première fois qu'ils faisaient la dite chose.
première fois qu'il essayait un outil qui vient de sortir. C'est la première fois qu'il faisait quelque chose. Puis, je pense que j'étais impressionné juste parce que c'était comme, ah oui, c'est le boss, c'est le gars qui a plus d'expérience, tout ça. C'est le hypo dans la pièce, tu sais. Mais au final, non, c'est la première fois ou la deuxième fois qu'ils font quelque chose. Tu sais, un exercice de pricing, c'est comme, mais non, ils ont wingé ça comme tout le monde, puis à un moment donné, ils ont été chercher de l'aide pour faire ça comme il faut, mais Puis tu sais, au début, ouais, c'est ça. ça, C'est ça j'adore ça. la chose Je que suis j'ai voulu tellement savoir. d'accord. Puis je rajouterais, mettons que j'essaye d'ajouter de la sagesse par-dessus ça en plus. Tout le monde qui sait ce qu'ils font, ou que t'as l'impression qu'ils sait ce qu'ils font, ben il a fallu qu'ils le fassent une première fois, puis il n'y avait aucune idée de ce qu'ils faisaient, man. Fait que just fucking do it, genre. Juste comme le mouvement, man, Essaye. l'essai, l'expérimentation, genre, let's go, là, tu sais. Surtout quand c'est des décisions qui sont réversibles puis pas existentielles, c'est comme, just try, man. Philosophiquement parlant, bah, personnellement ou professionnellement, en fait, c'est vraiment comme tu veux. Y a-tu quelque chose sur quoi t'as changé d'idée dans les 5 dernières années? Yeah. Une autre question intéressante. Puis, oui, 100%. Je pense qu'il y a une couple d'années, tu m'aurais demandé, ah, je veux faire quoi dans la vie? C'est quoi ton. Puis là, tu sais, j'aurais dit, ah, man, moi, je deviens VP, je deviens CMO, tu sais, je Ouais. voulais devenir le boss, tu sais. Puis, il y a une couple d'années, j'ai eu le rôle de gestionnaire. Puis, j'ai réalisé que je faisais plus ma job. Je gérais du monde, je gérais des opérations, je gérais des émotions. Gérait le growth de jeunes milléniaux ambitieux, alors que j'en étais moi-même un. Puis, ces gens-là, c'était mes collègues et amis il n'y a pas si longtemps. J'ai trouvé ça hyper challengeant, le rôle de gestionnaire. Puis une expérience super humbling que j'ai vécue, puis qui m'a fait donc apprécier peut-être le rôle de contributeur individuel. Puis réaliser qu'il y a de la valeur Mais pour ce job-là, puis que c'est bien correct de ne pas être directeur de whatever. des artisans qui continuent de parfaire leur craft, c'est tellement valuable. Puis il en faut plein, puis tu le vois aussi dans les énormes compagnies, là, l'espèce de fork des fois dans la carrière qui est, dépendamment du statut ou de la grosseur de la compagnie, tu peux avoir un overlap. Là. Mettons, plus c'est des petites compagnies, plus tu peux être gestionnaire et opérateur. Mais à un moment donné, dans les plus grosses, tu le vois, le split, puis si tu veux être world class ou genre vraiment, vraiment talentueux dans ce que tu fais, ben si t'en fais pas au day-to-day, moi, les SEO, mettons, je suis encore bon en SEO, tu comprends? En SEO technique, mettons, j'étais pas mal meilleur quand j'en faisais au jour le jour. Aujourd'hui, je rely beaucoup sur Ludo, mettons. T'sais. Fait que, ouais, non, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ta team? Yeah! Super bonne question. J'avais une couple d'idées. Un truc qui m'a frappé, Frank, pas beaucoup de femmes sur ton podcast. Je me disais, peut-être un move 2024. Ouais, man. Plus de femmes. C'est une belle remarque, je pense. Puis c'est que ce soit clair, là, c'est pas par design et intentionnalité. Là. Évidemment pas. Au contraire, cette année, on a porté une attention plus particulière à essayer justement d'amener plus de femmes sur le pod. Puis là, au moment que ça sort, je pense qu'en théorie, il va y en avoir eu au moins une là, qui est sortie. Puis j'ai 2 autres. Fait que dans le Q1, j'en ai 3 femmes vraiment hot. Puis qui ont des parcours vraiment sick qui s'en viennent. Puis il y a 2 personnes qui m'avaient dit ça dans un event aussi. Puis j'étais comme, man, damn right. Je pense aussi qu'évidemment, dans notre industrie, il y a quand même une sous-représentation genre numérique, là, dépendamment de la compagnie. Mais ouais, puis moi, dans les personnes qui m'ont le plus influencé dans ma carrière, justement, c'était dans certains passages, ça a été des femmes. Fait que 100% down avec cette critique-là. Avec ce feedback-là, je le prends. Cool, ben let's go. Une autre idée que j'avais pour toi, c'était, j'imagine que c'est ton cas aussi dans ton ancienne vie, mais j'ai énormément de collègues anglophones qui, je pense, bénéficieraient d'écouter ces conversations-là. Puis en même temps, je me dis, je veux pas dénaturer, je voudrais pas dénaturer ça se passe, puis de le faire en anglais, puis tout ça, mais je me dis, y a-tu quelque chose à faire pour spread... C'est drôle, man, ça a fait ça 2 autres fois à part toi que je l'entends, celle-là. Puis j'y pense, mais tu sais, ça fait aussi partie de l'âme de Chris. On a décidé de le nicher en français parce qu'on est plein de builders francophones. Mais en même temps, tu sais, je sais, hein, à Montréal, il y a plein de monde talentueux que j'aime c'est en anglais qui travaille ou qui parle en premier. Fait que
Ouais, man, c'est comme l'éternelle espèce de dichotomie anglais-français du Québec, là. Surtout de Montréal. Ouais. Ouais. Ouais, puis en même temps, je voudrais pas que tu changes la formule. C'est ça qui est rafraîchissant. Alright, aussi. so thank you for coming on the Ça se passe podcast. Anything else? Non, man, ça fait le tour. Ça a été un plaisir de pouvoir parler. T'as-tu des shameless plugs avant que je te laisse filer? Ben, j'ai mentionné, on cherche un PMM très sharp pour joindre mon équipe. Puis, c'est très shameless, mais si jamais vous voulez m'entendre faire des hot takes sur le monde du cyclisme de gravel, il m'arrive de participer au podcast de mon chum sur 2 roues. Ça s'appelle Sur 2 roues. Donc, voilà. Je le mettrai. Ouais, sur 2 roues. C'est Gravel Mafia, dans le fond. Ok, je mettrai ça dans les show notes. Et aussi l'offering, la job. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas mis sur le job board de Ça se passe, vous irez. Oh, je vais parler à Man, c'était un plaisir de geek out avec toi pendant tout ce temps-là sur le PMM puis ta carrière. J'espère qu'on va pouvoir se serrer à la pince en vrai à Montréal puis chiller dans le monde physique. Puis juste comme merci de ton temps et ton expertise, mon gars. Ben, ça fait plaisir. Je viendrai faire un tour à votre émission où le chiffre, c'est à côté. Là. C'est littéralement c'est le même étage qu'Amélia. Mais oui, pointe-toi, ce serait cool. Je vais dire bonjour à Jean-Gab. Salut mon gars, take care. Salut.